Bonsoir, le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Très heureux de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Tout de suite les titres de ce lundi 7 décembre. Serge Morvan devant la justice. L'ancien préfet des Yvelines comparaissait aujourd'hui devant le tribunal de Versailles. Il est accusé de détournement de fonds publics, faux et usage de faux dans l'exercice de ses fonctions entre 2015 et 2018. Le haut fonctionnaire a déjà reconnu les faits et devrait accepter sa condamnation. Ce week-end, c'était le Black Friday. L'opération promotionnelle a été reportée en raison de la crise sanitaire. Cette année, le bilan est plutôt contrasté avec beaucoup de petites boutiques qui n'y ont pas participé. Qu'en est-il du côté des centres commerciaux ? Jonathan Tout-le-Monde, directeur de Westfield Vélizy 2, est notre invité. Et puis retour sur le Téléthon 2020, le week-end de mobilisation pour les maladies génétiques rares. Malgré l'annulation des animations locales en cette année d'épidémie, 836 000 € de promesses de dons ont été enregistrés dans les Yvelines. Reportage également dans cette édition du côté de Plaisir où une passerelle commerciale est au cœur en ce moment de toutes les polémiques. Il a affirmé qu'il regrettait ses agissements. L'ancien préfet des Yvelines, Serge Morvan, comparaissait ce matin devant le tribunal de Versailles pour faux, usage de faux ainsi que détournement de fonds publics, des faits commis dans le cadre de sa fonction entre 2015 et 2018 qu'il a déjà reconnu. Le haut fonctionnaire se voyait notifier ce lundi sa condamnation. Les détails avec Astrid Bergère. 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 € d'amende ont été prononcés contre Serge Morvan. L'ancien préfet des Yvelines comparaissait ce matin devant un juge du tribunal de Versailles dans le cadre d'une audience de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité. Il y a des faits qui ont été commis dans une perspective qui était un souci de discrétion, que tout le monde a compris. Les sommes ont été remboursées immédiatement. Voilà, les faits sont retenus avec une ampleur un peu excessive par le parquet, mais c'est le principe de la CRPC. Ils sont reconnus, dont acte. Je crois qu'il faut passer à autre chose. Pour rappel, les faits reprochés remontent à plusieurs années lorsqu'il était encore en fonction de 2015 à 2018. L'ancien préfet a produit des faux bancs de mariage, fabriqué une fausse nomination à l'Élysée et un faux spermogramme. Il a aussi détourné des fonds publics à des fins personnelles. On parle quand même de 1 200 € d'essence sur 3 ans et de 2 500 € de télépéage sur 3 ans et 10 000 € de dépenses sur 3 ans. Ces dépenses, c'est attesté et non contesté. Ces dépenses étaient compensées par le préfet Morvan qui effectuait sur ses deniers personnels des dépenses à caractère professionnel. Des agissements qui lui permettaient d'entretenir dans le secret une relation avec sa maîtresse. C'est grâce à elle que l'affaire a été révélée. Elle a porté plainte en 2018 pour violence et abus de l'état frauduleux de faiblesse et en 2019, les faits ont été requalifiés dans les termes retenus aujourd'hui. Pour la victime, cette audience est une façon de tourner définitivement la page. Son statut de victime a été reconnu. Encore une fois, comme je le disais, ça n'est pas une évidence dans une procédure de cette nature-là, dirigée contre une personne de cette importance, que la procédure aille à son terme. Je pense qu'elle a eu un vrai chemin de bataille et elle est contente que ça soit terminé. L'ancien préfet a accepté la peine. Il dispose tout de même de 10 jours pour faire appel. Dans l'actualité du nouveau pour la ligne 18 du métro, elle doit relier à l'horizon 2030 pour rappel Versailles à l'aéroport d'Orly. 10 gares seront desservies, dont Saint-Quentin-Est à Guyancourt. Le tronçon aérien, on l'a appris récemment, va être quelque peu retoqué. Environ 12 km étaient prévus en viaduc sur le plateau de Saclay. Finalement, face aux oppositions locales et dans un souci d'économie, la Société du Grand Paris a pris la décision de construire une partie de ce tronçon au sol entre Saclay et Magny-les-Hameaux, ce qui enlèverait 5 des 12 km de viaduc et sauvegarderait 4 hectares supplémentaires de surface agricole. Une décision qui divise, elle ne convainc pas les agriculteurs et quelques élus locaux. Écoutez la réaction du maire de Magny-les-Hameaux, interrogé par Justine Brasier. La mise au sol, très clairement, ne règle pas la problématique d'un transport structurant sur rail vis-à-vis des populations qui l'entourent, vis-à-vis d'une barrière écologique et vis-à-vis de l'accès des agriculteurs pour pouvoir travailler sur leurs terres. Donc de notre côté, bien entendu, on continue de demander une mise en souterrain. Ce qu'on constate, c'est qu'au fur et à mesure des années, la Société du Grand Paris continue de faire des économies sur le dos des populations rurales, ce qu'on n'accepte pas.
La semaine prochaine, si la situation sanitaire le permet, le confinement sera levé en France à partir du 15 décembre. Malgré le recul de l'épidémie, l'objectif de repasser sous la barre des 5000 contaminations par jour reste très difficile, voire impossible. Hier dimanche, 11 000 cas positifs ont été décelés en 24 heures. Dans les Yvelines, le recul se confirme sur une semaine, mais les chiffres restent tout de même élevés. Le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants, ce qu'on appelle le taux d'incidence, est en nette baisse. Diminution également du taux de tests positifs. La pression se relâche peu à peu sur l'hôpital. 60% des lits de réanimation sont désormais occupés en Île-de-France. 788 personnes étaient toujours hospitalisées dans les Yvelines hier dimanche du Covid-19. 60 patients toujours placés en réanimation. Et depuis le début de la crise sanitaire, 916 personnes sont décédées dans les hôpitaux yvelinois. 27 décès supplémentaires en une semaine. Pendant 3 jours, de vendredi à dimanche, c'était le Black Friday partout en France, un rendez-vous commercial qui casse les prix juste avant les fêtes de fin d'année. L'opération n'a pas forcément été suivie par les petits commerçants yvelinois. Exemple à Versailles avec Mickaël Elmidoro et Célia Gatsongo. Ici, dans cette boutique versaillaise, pas question de parler de Black Friday malgré le contexte financier compliqué. Les gérants n'ont jamais pratiqué ces journées d'opérations promotionnelles depuis l'ouverture du magasin. Selon eux, ce rendez-vous ne correspond pas à l'image de ce concept store installé cours des Senteurs. Sur un pot de confiture qu'on a fait fabriquer il y a quelques mois, de vous dire je vais faire 70% de réduction, ça poserait un problème à quelqu'un, soit au producteur, soit à moi, et après mon client aussi qui pourrait se dire mais en fait, si toute l'année je paye 70% plus cher, ce commerçant, une sensation de vol ou de quelque chose qui ne marche pas. Autre raison invoquée, les problèmes de stock, ils sont bien moins importants que dans les grosses enseignes. Je n'ai pas un cargo qui arrive de Hong Kong et que je vais pouvoir vendre. À une centaine de mètres, même constat dans ce petit commerce situé rue Royale à Versailles. Le Black Friday et ses promotions ne sont pas les bienvenues. La raison, cette créatrice indépendante installée dans ce magasin partagé crée elle-même ses produits et estime vendre ses marchandises au juste prix. Je calcule le temps que j'ai passé à faire mes produits. Par exemple, là, vous avez l'exemple d'un bracelet manchette en cuir que j'ai fait. J'ai tout bien fait mes calculs avec les matériaux, avec le temps que j'ai passé à le faire. Il ne faut pas oublier que c'est un produit artisanal. Ce n'est pas un produit industriel. Il n'a pas été fait à la chaîne. Il n'y a pas de robots qui l'ont fait. C'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc le prix est juste. Et donc, il n'y a pas de raison de faire des remises dessus. Et le Black Friday ne devrait pas s'installer dans les prochaines années chez les petits commerces versaillais. Ils nous ont déjà indiqué qu'ils ne le feraient pas l'année prochaine. Et on continue de parler de ce sujet du Black Friday avec mon invité Jonathan Tout-le-Monde, bonsoir. Bonsoir. Directeur du centre de shopping Westfield Vélizy 2 pour prendre le pouls de ce qu'il s'est passé ce week-end dans votre site. Alors notre journaliste Mélanie Poquet, on va peut-être le voir sur ces images, y était pour faire quelques images, à constater sur place qu'il y avait beaucoup de monde dans les allées du site. Quel bilan faites-vous de ce week-end de Black Friday pour Vélizy 2, pour Westfield Vélizy 2? Alors, donc le Black Friday a démarré vendredi matin à 9h et s'est terminé donc dimanche soir. C'est une période où nous enregistrons une progression de l'affluence de la clientèle d'à peu près 40% par rapport à une journée habituelle. Globalement, les commerçants sont très satisfaits. On note une légère baisse en termes d'affluence, mais qui est largement compensée par un panier moyen et un taux de transformation qui est supérieur. La majorité des commerçants qu'on a sondés aujourd'hui sont plutôt satisfaits et en progression de leur activité par rapport à l'an dernier. Voilà, donc plutôt un premier bon bilan. On a vraiment senti peut-être de la fréquentation par rapport aux années précédentes. On peut l'estimer peut-être. Il y avait une certaine crainte à venir dans les centres commerciaux ce week-end. Comment justement vous êtes-vous adapté pour accueillir cette clientèle dans cette période ? Alors, on a quand même des secteurs qui restent fermés ou partiellement fermés. Oui. Le cinéma, les restaurants sont en vente à emporter. Donc, peut-être que certaines personnes plus à risque, notamment peut-être les seniors, sont moins venus. Mais en tout cas, les clients étaient quand même très globalement au rendez-vous. Le centre était bien rempli. On est quand même assez rodé maintenant sur les gestes barrières depuis la réouverture, la première réouverture du 29 mai. On a vraiment un large éventail. Tout d'abord, et c'est pas facile, on a réorganisé les sens de circulation dans un sens unique. C'est largement signalé par des flèches horizontales, verticales. Nos clients portent bien sûr leur masque. On a des bornes de gel hydroalcoolique au point stratégique. On a des distributeurs de masques.
On a des agents en renfort qui sont là pour faire appliquer le sens de circulation et tous ces gestes barrières. En plus de ça, il y a bien sûr l'affichage des jauges, des effectifs théoriques admissibles sur les vitrines des magasins. Chaque magasin doit donc contrôler qui rentre et qui sort pour tenir cette jauge de 1 personne pour 8 mètres carrés. Et enfin, des messages audio sont diffusés toutes les 5 minutes pour rappeler les messages. Voilà. Et moi, j'ai une application qui me donne en temps réel le nombre de personnes que j'ai, et si besoin, je prépositionne mes agents et je ferme des portes si besoin. Ça n'a pas été le cas ce week-end. Donc adaptation en cette période, on imagine que c'était une période aussi, le Black Friday, idéal pour lancer la période importante des fêtes de fin d'année pour Westfield Vélizy 2. Oui, c'était très très important de réouvrir. On a perdu un mois de novembre dans sa quasi-totalité. C'est des mois extrêmement importants en termes de chiffre d'affaires et en résultat pour une entreprise, pour une enseigne. Donc il était clé d'ouvrir dès ce 28. Voilà. Et donc on sent que... On imagine des boutiques à recevoir les clients. Voilà, il y avait une impatience vraiment partagée chez nos 200 enseignes et auprès des clients de se retrouver sur de l'humain, sur des retrouvailles avec la féerie de Noël qu'on avait recréée avec les décorations de Noël. Et voilà, les gens étaient vraiment au rendez-vous, à la fois les commerçants s'étaient bien préparés et ainsi que les clients qui étaient nombreux ce week-end. Et on le disait, c'est une période aussi qui lance la période de fête de fin d'année. Malgré la crise sanitaire, il y a quand même un programme d'animation qui est maintenu sur le site avec une grande parade de Noël qui est organisée tous les week-ends, la traditionnelle photo avec le Père Noël aussi, en respectant bien sûr les gestes barrières. Ça, c'est important malgré le contexte de pouvoir maintenir ces animations sur place. Voilà, on a ces dernières semaines avec toute l'équipe réfléchi à trouver ce compromis entre la féerie de Noël, les animations, le commerce, le shopping et bien sûr les enjeux sanitaires qu'on connaît. Donc on a fait des arbitrages, donc il y a des choses très simples. Le Père Noël, il est espacé en termes de fauteuil de l'enfant avec qui il va être pris en photo. On a habituellement un petit train dans une grande gare, c'est quelque chose qui est traditionnel, qui est très attendu. On a fait le choix d'enlever le petit train qui ne peut plus circuler dans les allées qui sont déjà chargées. Par contre, on a maintenu la gare. On a une animation sur une grande parade avec des déguisements faits sur mesure par une créatrice qui déambule dans le centre. Donc ça évite les points statiques, les regroupements. Donc on a trouvé, selon nous, les bons compromis pour créer la féerie de Noël et respecter les enjeux sanitaires. Donc adaptation, on l'a compris, en cette période de crise sanitaire. Merci voilà. Jonathan tout le monde d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de Westfield Vélizy 2. Merci. Toujours dans la thématique des centres commerciaux, mais à Plaisir, avec une passerelle au cœur de la discorde. Elle relie la galerie Auchan au nouveau centre Mon Grand Plaisir. Problème, un mur de verre bloque actuellement l'accès entre les deux sites. Les locataires de cette passerelle demandent une réouverture pour redynamiser les lieux. Les détails avec ce sujet de Mickaël Elmidoro. Depuis 3 ans, à Plaisir, un mur bloque le passage entre la passerelle de la galerie commerciale d'Auchan et le nouveau centre commercial Mon Grand Plaisir. La raison, la liaison n'était pas aux normes, mais depuis début décembre, la commission de sécurité a donné son feu vert. Une bonne nouvelle pour la dizaine de commerçants. La passerelle peut réouvrir, donc le mur est censé tomber. Ça fait 3 ans en tant que commerçant que les clients et aussi les riverains attendent ça et on a vécu 3 ans de galère par rapport à tout ça. Une ouverture attendue également depuis de nombreuses années par les riverains. Ils étaient entre 3 et 4 000 personnes à emprunter chaque jour la passerelle avant le mur. En fait, cette passerelle, il faut savoir qu'en fait, elle ne sert pas forcément pour nous, habitants du quartier, que pour accéder aux boutiques, aux magasins comme les grandes surfaces comme Auchan, mais aussi pour accéder à la gare. Et donc, en fait, nous sommes très impatients que ça ouvre. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le mur tombe et il est remplacé par des portes en verre, mais les portes restent fermées entre les deux sites. Donc on a bien des portes comme prévu. Mais voilà la surprise du jour. Je vais vous montrer en direct. Ça ne s'ouvre pas. Donc nous avons un vigile de l'autre côté qui fait la surveillance. Et nous sommes obligés de faire demi-tour pour accéder au centre ou de l'autre côté de Plaisir. Une porte en verre fermée, la compagnie de Falsbourg, propriétaire de Mon Grand Plaisir, se défend. Pour l'ouvrir, la société réclame de l'argent au propriétaire de la passerelle, une somme qui correspondrait à des travaux réalisés sur la liaison par la compagnie. Des travaux qui leur permettaient justement d'être conformes, des travaux qui avançaient les leurs parce qu'ils ne les réalisaient pas, et ces travaux représentent une somme de 280 000 €. Cette somme n'est toujours pas payée.
elle reste fermée le temps que nous ayons un engagement écrit de leur part. Ce n'est pas un engagement de payer aujourd'hui et tout de suite cette somme, mais un engagement avec un échéancier. Les gérants de la passerelle et ceux de la compagnie de Phalsbourg doivent maintenant s'entendre sur le sujet. Le dossier pourrait ne pas être débloqué avant plusieurs semaines. Ce week-end, c'était le 34e Téléthon, l'événement marathon pour récolter des fonds afin de soutenir la recherche contre les maladies génétiques rares. Édition particulière en pleine crise sanitaire avec l'annulation de la grande majorité des animations, source de dons indéniables. Résultat, cette année, un peu plus de 5 millions d'euros de promesses de dons ont été enregistrés en Ile-de-France contre 13 millions l'an passé. Avec 836 000 euros de promesses de dons, les Yvelines se placent deuxième dans les départements franciliens les plus généreux. Les bénévoles des associations locales étaient sur le pont pour récolter des fonds à défaut des animations. À Coignard notamment, comme vous le voyez sur ces images, une collecte était organisée à l'entrée des magasins Decathlon et Boulanger. Les propos recueillis par Célia Gatsongo. Cette année, nous avions prévu plein d'animations et nous devions être la ville d'ouverture cette année. Et du coup, on se retrouve à faire collecter dans les centres commerciaux de Coignard et faire des paquets cadeaux à Boulanger et à Decathlon. Voilà, et on va essayer de prolonger jusqu'à fin décembre pour collecter encore plus de fonds pour le Téléthon. Et justement, même si l'édition 2020 du Téléthon est désormais terminée, vous pouvez encore faire des dons en ligne sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Et direction Le Pec à présent, une mère et sa fille s'adonnent en ce moment à une tâche, créer des livres pour enfants. Leur objectif, sensibiliser les plus petits autour de leurs émotions. Et pour le second album intitulé « Pourquoi tu pleures ?», ce sont les larmes qui ont été imagées et découvertes avec Bichente Maria Santisteban. C'est le projet d'une passion entre une mère et sa fille. Anita et Sarah Berdugo ont écrit et dessiné ensemble « Pourquoi tu pleures ?», un album pour enfants. Ce livre, réalisé pendant leur temps libre, est le second projet mené par le duo familial. Cette fois-ci, c'est les larmes, c'est un symptôme physique. C'est un sujet qui est encore tabou dans notre société. Les gens ne s'autorisent pas forcément à pleurer. Et donc, on a voulu expliquer qu'il y a 1001 raisons de pleurer. Pas seulement quand on est triste ou quand on s'est fait mal. Destiné aux enfants de 2 à 6 ans, l'album a pour but d'ouvrir la discussion entre l'adulte et l'enfant pour lui apprendre à ne pas refouler ses larmes. C'était très important pour nous deux que l'enfant n'ait pas de genre particulier, pour bien montrer qu'on soit une fille ou un garçon ou n'importe quoi d'autre. Déjà, c'est pareil. Un côté un peu universel, en fait, de l'humain. Et l'objectif, c'est on pose la question « Pourquoi tu pleures ?» En fait, pour que l'enfant lui-même puisse prendre la parole et raconter sa propre expérience. Anita et Sarah espèrent avoir autant de succès que pour leur premier livre, Le jardin intérieur de Léa, vendu en plusieurs centaines d'exemplaires, touchant même d'autres pays francophones. Une campagne de financement Ulule a été mise en place afin de soutenir le projet. Anita est aidée par 2 stagiaires pour alimenter les différents réseaux sociaux. On a pour objectif aussi, dans le cadre d'une campagne réussie, de pouvoir donner nos livres dans les hôpitaux pour enfants parisiens, l'hôpital Trousseau, l'hôpital Necker et l'hôpital Robert Debré, afin que les enfants hospitalisés puissent avoir accès à ce monde des émotions. Les objectifs initiaux de vendre 80 exemplaires ont d'ores et déjà été atteints, mais la campagne s'arrêtant le 15 décembre, Anita et Sarah ont bien l'ambition de vendre encore de nombreux albums. Nous refermons ce journal à Montesson. Un arbre de la commune pourrait bien devenir le plus beau de l'année 2020. Déjà lauréat en Ile-de-France, ce cèdre bleu de l'Atlas est qualifié pour le Tour national. Il a été planté il y a 90 ans dans le centre hospitalier Théophile Roussel et a vu défiler bon nombre de générations d'enfants. Mickaël Elmidoro pour vous le présenter. Il est en course pour devenir l'arbre de l'année 2020. Ce cèdre bleu de l'Atlas, enraciné dans le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, fait partie des 14 finalistes nationaux. Cet arbre qui mesure 12 mètres de haut a été planté avant la Seconde Guerre mondiale dans le parc de cette ancienne maison de correction pour garçons. Il a vu passer des générations d'enfants en 90 ans d'existence. Ils ont profité de cet arbre, ils ont vu cet arbre, ils lui ont sûrement confié des secrets, ils ont grimpé dans l'arbre. C'est un lieu de vie, de passage. On vient s'y promener, on vient s'y ressourcer, on vient peut-être raconter des choses à cet arbre. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a lancé dans cette aventure du concours de l'arbre de l'année. Cette histoire a séduit le jury. Aujourd'hui, le site est devenu un établissement de santé mentale et l'arbre a vu les années défiler. Il porte sur son tronc et ses branches les stigmates du temps, conséquence du gel et des sécheresses d'une mini-tornade en 2016 ou encore de la fameuse tempête de 1999. Il a perdu au moins 5 mètres au niveau de la cime
quand il y a eu la tempête. Et donc maintenant, on a 12,50 m au lieu des presque 18 mètres qu'il avait au départ. Avec une circonférence que l'on a pu mesurer avec les services techniques et les espaces verts de 3,50 m de circonférence. Il est comme tout à chacun, il a subi les affres de la vie. Pour autant, il en sort peut-être plus fort. Mais il est toujours là, il est fort, il est central. Il fait partie de notre quotidien. Le Cèdre Bleu compte à ce jour plus de 1250 signatures. Il est pour l'instant en 6e position sur 14. Si vous voulez le soutenir, vous pouvez voter jusqu'au 5 janvier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.